Donc bienvenue à Palenque, le Pueblo Mágico, le village magique. Et alors juste derrière ce panneau en couleur là qui annonce l'entrée dans la ville, vous avez le rond-point avec Monseigneur Pacal qui trône sur le rond-point. Ah, ils ont fait ça bien hein. Palenque. Je sors du bus avec mes deux gros sacs à dos. Je vais pas tenir longtemps le bras levé comme ça, hein, vous comprendrez. Bon, il fait toujours aussi beau et chaud et puis bah du coup il fait soif quoi. Une espèce de jus de citron sucré. Ah, que rico. Quel accueil dans la chambre à Palenque où je suis arrivé à l'hôtel Calcrin. Regardez comme ils ont plié la serviette, on dirait une espèce de signe avec le rouleau de PQ qui va bien et les savons. Voilà. Bon, je pense que je vais bien, il y a la clim en plus. Une semaine. Je suis avec Teresa. Hola Teresa. Hola. Et donc Teresa a préparé donc du chocolat. Donc c'est à base d'eau, hein, il n'y a pas de lait. Et vous avez la pâte de cacao, donc le cacao qui vient directement de la forêt ici. Et très sincèrement, c'est la... ¿Es la receta de más antigua? La misma antes. Sí, es masa con semillitas de cacao. Ok. Sí, sí, sí. Donc c'est des miettes de cacao et c'est une recette très ancienne, hein, c'est pas compliqué, hein. Vous avez l'eau, le cacao et c'est super rico avec un peu de sucre con azúcar. Voilà. Gracias. Gracias Teresa. Sí, de nada. Bon allez, je suis arrivé sur le site de Palenque, enfin je suis pas encore, je suis avant l'entrée là. La petite agua de coco qui va bien. Ah, qu'est-ce que c'est frais et qu'est-ce que c'est bon. On est bien à Palenque, le temple de la Cruz, Templo de la Cruz. Templo de la Cruz. Ils disent jamais pyramide, ils disent temple en fait. Et puis là on a un autre temple derrière. Donc on a trois temples là, qui se rejoignent sur cette petite place. Et sur le temple de la croix, on peut grimper. Donc encore une petite grimpette pour le marcheur d'étoiles. Comme dirait l'autre, c'est Darty mon kiki. Toujours plein cagnard, hein, évidemment. Il doit faire 33-34 degrés là. Tranquille. Et voilà. Du haut de cette pyramide, plus de 1000 ans vous contemple. Et cette présence de la forêt tout autour, c'est waouh. Il y a encore du boulot de rénovation les gars. On sent que ça va être long. Et il y en a encore des... Enfin, il y en aurait encore des dizaines et des dizaines comme ça dans la forêt, partout derrière là. Ça coûte un fric monstre de débroussailler. Et j'ai cru comprendre que Palenque, c'était beaucoup les États-Unis qui avaient financé au début le débroussaillage et tout le travail archéologique. Les Mayas faisaient pas dans la demi-mesure hein, quand ils voulaient construire en dur. Et tout ça a au moins 1200-1300 ans. Bien évidemment, la place du jeu de pelote, du jeu de balle. Parce qu'ici, bon, la pelota, c'est les jogos de pelota, c'est le jeu de balle. Bon, tout n'est pas non plus en parfait état de conservation, hein, faut reconnaître.
Mais ce qui est magique en fait là à Palenque, je trouve, c'est le fait qu'on a cette espèce d'alliance très harmonieuse entre la pierre et le végétal. Puis alors là, il y a un arbre magnifique auprès duquel je vais aller m'adosser. Ah, je vais dire bonjour à l'arbre. À tout à l'heure. La taille des fourmis. Ah là, ces fleurs sont vraiment incroyables. Je sais pas si c'est une fleur ou un fruit. Peut-être les deux. Et de souvenirs, on voit les mêmes dans la jungle amazonienne. Alors, l'arbre des mangues, le manguier, j'imagine que ça s'appelle. Et comment on le sait? Parce que vous avez des mangues par terre. Ah oui, il y a même une rivière. C'est vrai qu'ici dans le Chiapas, les Mayas, ils avaient de l'eau. Donc ça, c'est le palais, le plus grand monument de tout Palenque, où vivait le roi et sa cour. Vraiment un bâtiment gigantesque. Hein. Là, on sent qu'ils s'en fait plaisir, les mecs. Et puis bah voilà, toujours cette quiétude autour avec ce parc magnifique. Et juste à côté de ce bâtiment, le temple des inscriptions, le fameux, puisque c'est dans ce temple que Roberto Luis Lhuillier, en 1954, a découvert le sarcophage de Paikal après 4 ans d'excavation. Donc je vais vous raconter son histoire, je vais vous raconter l'histoire de sa découverte, parce qu'elle est quand même pas piquée des hannetons. Mais alors, pas piqué des hannetons du tout. Je m'aperçois que je suis parti bille en tête sur le site archéologique sans prendre le temps de vous présenter le site dans sa géographie. Donc ici, sur cette photo aérienne, vous pouvez voir qu'à Palenque, on n'est plus du tout dans la platitude du Yucatan, mais plutôt dans les magnifiques montagnes verdoyantes du Chiapas. Les flèches jaunes vous montrent deux des bâtiments les plus importants du site, à savoir le palais et le temple des inscriptions qui est au cœur de la légende de Palenque. Vu d'un autre angle avec cette vue Google Earth, on s'aperçoit qu'on ne peut voir que quelques ruines et beaucoup de forêts, les archéologues estimant avoir exploré moins de 10% de la surface totale de la cité. Il resterait encore plus de 1000 structures couvertes par la forêt. Car du temps de sa splendeur, soit il y a environ 1300 ans, voilà à quoi devait ressembler la cité. La couleur rouge de cette reconstitution 3D n'est pas utilisée au hasard puisque c'est avec cette couleur que les façades des temples principaux étaient apparemment peints et notamment donc le temple des inscriptions, mieux connu comme étant le tombeau de Paikal, un des rois les plus puissants des Mayas qui a lui-même fait construire son temple afin d'en faire sa sépulture qui sera terminée bien après sa mort. C'est en 1949 que le tellement souriant archéologue Alberto Ruiz Lhuillier découvre l'entrée permettant d'accéder à l'intérieur de ce temple. Cette entrée se trouve au sommet, dans cette partie entourée en jaune appelée un portique. À droite, vous pouvez voir une ancienne photo qui montre l'état de l'intérieur de ce portique au moment où Alberto est arrivé pour l'explorer. À première vue, rien de sensationnel. Une voûte en encorbellement, des murs, des débris et un panneau rempli de glyphes mayas mais qu'on ne voit pas sur la photo. Alberto s'y promène, soulève et déplace précautionneusement les débris et à un moment donné, un détail au sol l'intrigue. Il s'aperçoit qu'une des grosses dalles du sol est percée de 12 trous contenant chacun une cheville parfaitement encastrée dont vous avez une reproduction sur les photos en bas à droite. Il soulève la dalle et qu'est-ce qu'il voit? Pas grand chose, car le début d'escalier est complètement obstrué par des tonnes de débris. Une manière pour les Mayas d'empêcher l'accès au tombeau. Il faudra 4 ans de travail acharné aux équipes d'Alberto pour déblayer complètement l'escalier et accéder enfin à ce qu'il peut bien se cacher tout en bas. Si on revient à notre vue d'ensemble de la pyramide, du temple, à partir de la flèche jaune au niveau du portique, lorsque l'escalier fut déblayé en 1952, Alberto descendit prudemment pour arriver devant un nouvel obstacle au niveau de la flèche jaune, une nouvelle grosse dalle en pierre, cette fois en forme de triangle et verticale.
Ni une ni deux, à l'aide de barres à mine, cette dalle triangulaire est ouverte. Et qu'est-ce qui s'y trouve derrière? Je vous donne dans le mille et mille, Pacal en train de rédiger son autobiographie. Ben ça par exemple. Mais en fait non, il découvre le tombeau de Pacal, un tombeau qui contient un énorme sarcophage en pierre, recouvert par une non moins énorme dalle de 3,80 m de long, 2,20 m de large, 25 cm d'épaisseur et d'un poids d'environ 5 tonnes. Des mensurations qui pourraient faire dire à certains qu'il s'agit d'une sacrée belle bête. A noter que, comme vous le voyez sur cette splendide reconstitution au musée avant d'arriver au site, la dalle est posée sur un bloc encore plus énorme d'environ 15 tonnes, dont les côtés sont également sculptés. Les deux parties sont en calcaire. Quand on pense que les Mayas de l'époque, qui n'avaient ni la roue, ni le métal, ni animaux de trait, etc., ont réussi à transporter ces énormes blocs de pierre jusqu'à l'intérieur de la pyramide, ça force quand même le respect. Une hypothèse néanmoins des archéologues explique qu'une partie de la pyramide aurait pu être construite autour de ce sarcophage pour expliquer l'exiguïté extrême de la chambre funéraire. En tout cas, comme dirait le barbu, ah, c'est juste délirant, cet énorme truc là. Waouh. Cette étonnante exiguïté pour un sarcophage aussi massif me rappelle étrangement les énormes coffres de granit de plusieurs dizaines de tonnes du Sérapéum de Saqqara en Égypte et qui, de la même manière, sont posés dans des pièces très exiguës, sans que l'on sache vraiment comment les tailleurs de ces énormes blocs les ont installés dans ces souterrains. Si on revient à Alberto à Palenque, il comprend rapidement que la dalle n'est pas fixée à la base et il décide de la soulever grâce à des crics pneumatiques et donc des moyens modernes. J'imagine même pas la difficulté à poser cette énorme dalle de 5 tonnes il y a plus de 1300 ans, quand on sait que les Mayas n'avaient ni la roue, ni le fer, blablabla, vous m'avez compris. Mais bon, comme dirait Maurice, si c'est là, c'est qu'ils ont bien réussi à le faire. Merci pour cette brillante démonstration, mon cher Maurice. A noter qu'Alberto devra rester 24 heures sous la dalle pour faciliter son soulèvement et pour ensuite la retirer complètement. Et une fois l'énorme dalle de 5 tonnes enlevée, tadam! Non, il reste encore une dernière petite dalle, taillée dans une forme quand même bien particulière, vous en conviendrez. Ça donne l'impression que les pieds de Pacal devaient être gigantesques. Et une fois cette dernière dalle retirée, oh surprise, Alberto tombe sur un squelette, celui de Pacal Ier. La découverte de ce tombeau est aujourd'hui considérée comme une des plus importantes de l'archéologie maya, si ce n'est la découverte la plus importante de l'archéologie maya. Je vous fais une courte présentation de Monseigneur Pacal, ce roi maya emblématique qui répond au nom complet de Kinichkhanab Pacal Ier, à vos souhaits, appelé plus communément Pacal. Et pourquoi est-ce qu'il est aussi emblématique et fascinant au-delà de la découverte de son incroyable tombeau? Eh bien c'est parce qu'il a régné sur Palenque de 615 à 683 après JC, soit 68 ans de règne, soit le plus long de toute l'histoire connue des Mayas. C'est la période qui correspond au rectangle rouge dans la frise des Mayas en bas. Donc avec une durée de règne aussi exceptionnelle, déjà ça pose une réputation, c'est presque aussi bien que notre bon vieux Louis XIV qui, lui, a régné 72 ans. Si on revient à son tombeau et qu'on s'arrête quelques secondes sur son squelette, qu'est-ce que vous voyez? Ou plutôt, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Eh bien oui, il manque le crâne. La question qui me brûle les lèvres est donc la suivante. Mais où est passé le crâne de Pacal? Et pourquoi il a disparu de ces photos? Il semblerait, d'après ce que j'ai pu lire, qu'après avoir été en possession d'anthropologues et autres médecins légistes pendant 27 ans, un certain Romano l'a remis dans le sarcophage en 1979, il y a donc 44 ans. M'appelant Romain et étant né en 1979, j'ai trouvé l'anecdote amusante. Car qu'est-ce qu'il pourrait avoir de si particulier ce crâne pour qu'on ne puisse pas avoir accès à des photos ou à des résultats de son analyse? Puisqu'apparemment, sur toutes les représentations dont il fait par ailleurs l'objet à Palenque, on distingue clairement qu'il a plutôt un crâne allongé artificiellement, comme sur cette photo, de statue. Parce que oui, comme le voulait la tradition chez les Mayas, le crâne était compressé dès le plus jeune âge pour les nobles, toujours. Lorsque le crâne est encore mou, à l'aide de planchettes de bois, comme le montre ce superbe dessin de mon ami Mokhta, que je salue
au passage. L'objectif étant d'obtenir cette forme aplatie au niveau du front que l'on va retrouver dans par exemple ce tableau peint en 1848 par Paul Kane et qui montre une mère tenant son enfant qui se trouve dans un berceau servant à lui déformer progressivement le crâne, la mère ayant elle-même un crâne déformé artificiellement. On voit ici, avec ces statuettes mayas représentant des personnages de la noblesse, que cette pratique semblait tout à fait classique, avec toujours ce même front aplati et ce crâne qui finit en cône vers le haut. Quoique, à y regarder de plus près pour certains, on se demanderait presque s'ils n'avaient pas de la famille éloignée du côté de Paracas, au Pérou, où environ 300 de ces incroyables crânes allongés, naturels, ont été découverts il y a 100 ans de cela. Au regard des crânes déformés artificiellement sur la gauche, on voit que le crâne de Paracas n'a pas pu subir le même genre de déformation, il paraît bien plus gros en volume. Lorsqu'on lui superpose un crâne humain de taille moyenne, en étant le plus à l'échelle possible, tout le monde peut voir qu'il y a un petit, voire un gros quelque chose en plus pour le crâne de Paracas, un gros quelque chose qui pourrait être de l'ordre de 25%, voire plus, non? Et si on superpose le même crâne humain moyen sur celui de Pacal, là on voit que grosso modo, le volume du crâne va rester le même. Oui, la déformation ne fait pas augmenter le volume global du crâne. Si cette statue du crâne de Pacal est bien fidèle à la réalité, il semble bien que son crâne ait donc été déformé artificiellement, soit pour des raisons esthétiques, soit pour ressembler à leur dieu, et notamment le dieu maïs, avec un crâne en forme de cône qui pourrait faire penser à un épi de maïs. En tout cas, c'est une des interprétations les plus plausibles chez les archéologues. Mais si cette déformation crânienne avait été réalisée pour ressembler aux dieux, qui seraient donc ces fameux dieux au crâne allongé dans ce cas? Suivez mon regard du côté de Paracas, justement, où j'émets l'hypothèse que ces crânes ainsi que leurs possesseurs pourraient être des êtres hybridés génétiquement. Pour plus d'informations, voir l'émission que j'ai faite sur le sujet sur Nuria TV et que je vous mettrai en lien dans la description. Toujours cet éternel dilemme entre le fait d'être ou de ne pas être humain. Esa es la cuestión. Ne pas être. Pour finir sur le parallèle entre Pacal et les crânes de Paracas, il se trouve que là où pour Pacal on se demande où est passé le crâne, au Pérou c'est exactement l'inverse. On nous montre des crânes allongés dans les musées de Paracas, Ica et Lima. Regardez-moi cette splendide sélection de 7 crânes de Paracas. Est-ce que c'est pas impressionnant quand même? Donc on nous montre ces crânes alors que lors de leur découverte, il est assez vraisemblable, au vu des reconstitutions visibles dans les musées, que ce sont des squelettes entiers qui ont été retrouvés. En effet, les momies ont été retrouvées emballées dans plusieurs couches de tissu comme sur la photo. On voit d'ailleurs bien le crâne allongé de la momie. Alors est-ce que c'est si dénué de sens concernant les crânes de Paracas de simplement demander où sont passés les squelettes qui ont été retrouvés avec les crânes? Et de la même manière pour Pacal, est-ce que c'est complètement farfelu de demander où sont passées les analyses et les photos du crâne qui a été retrouvé dans le sarcophage de pierre à Palenque? Je ne blâme ni n'accuse personne, mais tous ces soupçons d'omission ne peuvent que renforcer une forme de suspicion sur ce qui nous est raconté concernant ces crânes allongés. Parce que, donc, soit les scientifiques ont perdu toutes les photos, tous les rapports d'analyse et tous les ossements, bon, c'est possible, soit ils cachent sciemment ce qu'ils ont découvert en ne nous montrant à chaque fois qu'une partie du squelette. Et pour Pacal, il n'y a pas que cette disparition du crâne qui est surprenante. En effet, l'âge de son squelette a montré qu'il avait environ 80 ans au moment de sa mort, ce qui était apparemment exceptionnel pour son époque. C'est déjà pas mal en 2023, alors il y a 1350 ans, imaginez. Qui plus est, au regard des dimensions du sarcophage et du squelette, Pacal devait être très grand par rapport à ses congénères, très certainement aux alentours des 2 mètres, là où le Maya mesurait en moyenne 1,50 m à l'époque. Cette estimation est également renforcée par l'iconographie qui dépeint non seulement Pacal, mais aussi toute la classe dirigeante, comme ayant une taille plus grande, comme on le voit avec ici son fils à droite sur une représentation dans un autre temple de Palenque.
mais également avec leur tête allongée et d'autres traits physiques uniques tels que des doigts et des orteils en plus. Ainsi, le fils de Pacal aurait eu par exemple 6 doigts à chaque main. Mais il y aurait également eu des malformations congénitales comme des pieds bots dont aurait souffert Pacal toute sa vie. Non mais imaginez la taille de ses pieds quand vous voyez le squelette à gauche et la forme du trou. Est-ce que Pacal aurait fait l'objet d'une hybridation génétique sur plusieurs générations, conduisant à un corps plus robuste dans le temps, un corps plus grand, mais avec aussi tout son lot de malformations, et que c'est pour cette raison qu'on ne peut pas voir son crâne? Mystère. Il est temps de mettre un peu de couleur dans cette présentation, vous trouvez pas? Parce que les crânes et les photos en noir et blanc, ça fait un peu lugubre à force. Je me rends donc au musée anthropologique de Mexico pour filmer. Un des trucs les plus impressionnants quand même du musée, c'est donc le roi Pacal. Enfin, le roi Pacal. Ce qu'on a retrouvé dans le sarcophage du roi Pacal avec ce masque en jade magnifique, ce collier en jade, alors je dirais pas boucle d'oreille, mais bon. Les bracelets, et puis alors ce qui tient dans chacune de ses mains, à la gauche on a une sphère, et à la droite on a un cube, et on a également 2 autres sphères qui ont été retrouvées au niveau des pieds. Et comme il y avait du cinabre un peu partout dans le sarcophage, bah du coup en fait ils ont représenté le roi Pacal dans la même disposition avec du rouge partout. C'est vraiment impressionnant. Donc après ce magnifique reportage, voici ce que les archéologues ont découvert en ouvrant le sarcophage de manière un peu plus zoomée et plus nette. Il y avait donc le squelette, mais il y avait aussi de nombreux objets en jade, comme il est de coutume chez les Mayas, avec ce magnifique masque, des colliers, des bracelets, une boule de geisha, enfin bref, que du plaisir pour l'au-delà. Mais la surprise a été de trouver du cinabre, qui est une poudre rouge en très grande quantité. En fait, tout l'intérieur de la tombe ainsi que le squelette était recouvert de cinabre, d'où l'idée de la reconstitution en rouge, comme ils l'ont fait au musée de Mexico sur la photo. Pour certains spécialistes, le cinabre symboliserait le sang et la renaissance, car le sang marquerait le lien entre la mort et la renaissance, comme lors de l'accouchement où le bébé sort couvert de sang. Donc couvrir un cadavre de cinabre serait un moyen de l'associer à une renaissance. D'autres pensent au soleil qui se lève à l'horizon, de couleur rouge, symbole de résurrection et de vie après la mort. A noter que le cinabre sert également à produire le mercure, mais on en reparlera quand je me rendrai à Teotihuacan, qui se trouve à 900 km de Palenque, et où les archéologues ont trouvé non pas du cinabre, mais du mercure liquide pour le coup. Étonnant, non? Dans les objets de jade qui ont été retrouvés dans la tombe de Pacal, le plus significatif est incontestablement ce magnifique masque composé de 340 plaques de jade avec les yeux en coquillage et obsidienne. La finesse du travail est véritablement remarquable, sachant que, je le rappelle, le jade est une pierre presque aussi dure que le granit. Ce masque est également accompagné de parures aux oreilles ainsi que de grands colliers. Remarquez le léger strabisme des yeux. Pratiquement tous les masques en jade de souverains qui ont été retrouvés comportent ce léger strabisme sans que l'on sache vraiment pourquoi. Dans la tombe de Pacal, les archéologues ont également trouvé un cube et une sphère, comme je vous le montrais dans la vidéo. Le cube dans la main droite et la sphère dans la main gauche. Et là encore, personne ne sait pourquoi, car ce genre d'objet disposé de cette manière n'avait encore jamais été retrouvé ailleurs dans le monde maya. Alors je vais vous proposer l'hypothèse de mon ami Franz Lavigne, qui le tient du monde asiatique et du Vietnam précisément. Le cube représenterait la terre, la matière, la dimension du ki, la représentation de l'espace en 3 dimensions. Et la sphère représenterait le ciel, le divin, la dimension invisible. La sphère n'a pas de côté et contient le nombre pi. La symbolique globale pourrait donc être la traversée du monde matériel vers le monde non matériel, en somme, une symbolique du passage vers l'au-delà lors de la mort du corps physique. Pourquoi pas? Du temps de son vivant, néanmoins, voilà à quoi aurait pu ressembler Pacal sur l'image au centre. À partir de la statue à gauche, Dani Oñate a utilisé l'intelligence artificielle pour représenter le visage de Pacal et il a superposé le masque de jade ensuite pour voir ce que ça donnerait. Saisissant, n'est-ce pas? Concernant le temple des inscriptions, j'ai encore un truc à vous montrer. Ceux qui ont vu la vidéo sur Chichen Itza sauront de quoi je parle. Il s'agit du canal d'eau souterrain qui se trouve sous la pyramide
et qu'on ne verra que grâce à la vue en coupe du temple en question. Au passage, je vous montre le tombeau de Baïkal pour vous repérer. Donc sur cette vue en coupe, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a sous le temple, à savoir ce canal artificiel qui a été mis au jour par les archéologues en 2016. Un canal qui passe exactement en dessous du tombeau et qui prend sa source plus haut dans la montagne. Les architectes mayas et donc Pakal lui-même ont donc dû penser à construire ce canal avant de construire le reste du temple. Si on reprend cette vue de face, je vous ai mis un croquis à la base du temple avec son zoom en haut à droite pour que vous voyez bien à quel point ce canal semblait important au regard des travaux de génie civil qu'il a fallu mettre en œuvre pour le consolider et qu'il tienne plusieurs siècles. Alors à quoi sert ce canal? Du point de vue des archéologues, l'hypothèse est qu'il aurait été conçu comme un moyen pour l'âme de Baïkal de gagner le monde souterrain. Pourquoi pas là encore? J'y vois moi aussi une fonction mystique, mais également énergétique, en vous montrant les exemples de Chichén Itzá à gauche et de la cathédrale de Chartres à droite, deux édifices qui sont également construits sur de l'eau. Du point de vue de la géobiologie, la présence de courants d'eau rendrait le lieu particulièrement fort au niveau énergétique, ce qui veut dire déjà que le site de construction n'a pas du tout été choisi au hasard, ce qui est ma conviction. Toujours du point de vue de la géobiologie, la géométrie utilisée dans la construction est appelée géométrie sacrée parce qu'elle mettrait en œuvre des proportions qui sublimeraient l'énergie brute présente naturellement, que ce soit l'énergie liée à l'eau ou au courant tellurique. Et lorsque vous avez les trois éléments ensemble, les courants d'énergie tellurique, un courant d'eau souterrain et un édifice en pierre construit selon les proportions de la géométrie sacrée, vous pouvez voir apparaître des vortex énergétiques qui pourraient faciliter le contact avec d'autres plans de conscience ou d'autres dimensions, comme je vous l'ai mis pour Chichén Itzá et Chartres. Est-ce que c'était ce que voulait Pakal? Construire un édifice qui lui permette d'accéder plus facilement dans l'inframonde, puisqu'il a choisi le lieu de la construction et qu'il a sans doute participé à l'architecture globale de sa dernière demeure? On ne le saura sans doute jamais. Alors il se trouve qu'un autre souverain, ou plutôt une souveraine, appelée la Reine Rouge, a été inhumée juste à côté de Pakal dans le temple à droite des inscriptions, là, le temple numéro 13. Je vous montre tout ça. C'est en 1994 que cette entrée fut découverte par une jeune archéologue alors qu'elle effectuait des fouilles. Ça sonnait creux, alors elle a regardé. Puis une fois passé le couloir, quand ils sont arrivés au niveau de ce mur, ils ont ouvert et il y avait donc cet énorme sarcophage taillé dans un seul bloc de calcaire de 2,40 m sur 1,20 m. Un peu moins gros que celui de Pakal, mais de la même manière, il était recouvert par une lourde dalle. Et d'un côté du sarcophage, il y avait le cadavre d'un garçon égorgé, et de l'autre côté, le cadavre d'une femme dont le cœur avait été arraché. Une vraie scène de crime en somme. Voici les images du déplacement de la dalle par l'équipe d'archéologues en 1994. Et une fois la dalle retirée, qu'est-ce qu'ils ont vu? Eh bien un squelette et tout l'attirail en jade vers l'au-delà qui va bien. Le tout abondamment recouvert de cinabre, donnant cette spectaculaire couleur rouge à l'ensemble, et d'où le nom de Reine Rouge donné au personnage. Alors avant de voir qui était cette Reine Rouge, inhumée juste à côté de Pakal, on va s'intéresser aux nombreux objets retrouvés dans le tombeau. Tiens, on a retrouvé Maurice. Et notamment ce magnifique masque composé de 119 fragments de malachite. Mais il y avait aussi du jade en quantité, énormément de boutons de différentes tailles, des colliers, des bracelets, des perles, mais également de l'obsidienne et des coquillages. Et cette Reine Rouge, alors, qui était-elle? Des études récentes montrent qu'il s'agissait d'une femme âgée de 60 à 70 ans et mesurant 1,52 m. La richesse des objets trouvés, la monumentalité de sa tombe, la déformation crânienne, que l'on voit bien sur cette reconstitution, et la faible détérioration des dents, indiquent que cette femme appartenait à la noblesse de Palenque. Elle était contemporaine du Grand Pakal et leurs tombes sont très similaires, avec la présence de cinabre en grosse quantité, et le fait que les corps ont été placés dans d'énormes sarcophages en calcaire, ce qui est très inhabituel dans les sépultures mayas. L'ADN a apparemment montré que la Reine Rouge n'était pas de la famille de Pakal et n'est donc définitivement pas sa mère, comme certains ont pu le supposer au départ. Il apparaît plus vraisemblable qu'elle ait été son épouse. Et comme on sait aussi que deux des fils de Pakal furent également rois de Palenque, la comparaison de l'ADN de la Reine Rouge avec celui d'un des fils de Pakal constituerait la preuve définitive, mais les tombes des fistons n'ont pas encore été découvertes.
Voilà la reconstitution en 3D de l'inhumation de la Reine Rouge avec les 2 cadavres trouvés de part et d'autre du sarcophage. Et pour finir cette vidéo, je vous remontre tout le parcours de l'incroyable découverte du tombeau de Pacal avec cette belle animation 3D comme si on était à Palenque il y a 1350 ans. Le roi et la reine, chacun dans son sarcophage en pierre, avec son masque vert, ses bijoux en jade et le cinabre. Bah, je sais pas pour vous, mais je trouvais l'image des 2 souverains côte à côte plutôt belle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais je n'en ai évidemment pas fini avec Palenque, hein, car il me reste à vous parler de la fameuse dalle qui recouvrait le sarcophage de Pacal et sur la signification de ce qui est gravé. Et j'aime autant vous dire qu'il y a 2-3 trucs intéressants à raconter sur cette dalle. Hasta luego!